passion pour les monstres d'eau douce m'a maintes fois conduit jusque dans les régions les plus reculées de la Terre. S'il y a un endroit où pêcher peut s'avérer fatal, c'est ici. Et mes enquêtes sur de terribles attaques... Attendez! M'ont souvent fait courir de sérieux dangers. Je vais devoir faire trempette. J'ai parfois choisi de mettre ma vie en jeu face à des créatures capables de tuer. Ça mord! Mais si j'ai parfois frôlé la mort, c'est que des forces que je ne pouvais contrôler... Attendez! Ont transformé le risque en véritable cauchemar. Dans cet épisode spécial de River Monsters, je reviens avec vous mes rencontres les plus dangereuses. Pour vous montrer toutes ces fois où j'ai failli ne pas ressortir vivant de la rivière. Oui, oui, oui. Être prêt mentalement et physiquement et avoir de bons outils est fondamental lorsque l'on chasse des monstres d'eau douce potentiellement meurtriers. Je suis convaincu qu'un peu de prévention vaut toutes les guérisons. Mais il existe des circonstances qu'il est impossible de prévoir et qui m'ont poussé dans des situations d'urgence vitale. Dans un pays méconnu d'Amérique du Sud, une tempête d'événements a provoqué l'une des situations les plus critiques que j'ai connues. Au Suriname, dans la partie nord de l'Amérique du Sud, une espèce de poisson est accusée de s'être attaquée aussi bien à des animaux qu'à des êtres humains. Je vais à la rencontre des membres de la tribu des Tirillo qui ont été témoins de ces attaques. L'oncle d'Artini chassait avec son chien. Lorsque les chiens de chasse sont en pleine action, ils n'arrêtent pas d'aboyer. L'oncle d'Artini a retrouvé son chien mort dans la crique, le ventre déchiqueté. Les hommes de la tribu disent que le coupable n'est pas le fameux piranha, mais une créature qui possède un arsenal encore plus monstrueux, l'Aymara. On dit qu'à poids égal, l'Aymara est plus fort que le piranha. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je commence à chasser avec un leurre afin de comprendre ce qui pourrait attirer ces bêtes cachées. Mais la chance n'est pas de mon côté. Nous nous dirigeons donc vers une partie plus isolée de la rivière à la recherche d'appâts frais. Mais déjà, il semble que les circonstances ne jouent pas en ma faveur. Il n'y a sûrement pas lieu de s'inquiéter de ces nuages noirs, parce que sous les tropiques, les intempéries peuvent être très localisées. Un orage qu'on voit dans le ciel pourrait aussi bien venir vers nous et nous tremper que repartir de l'autre côté. Quelques minutes plus tard, il semble que nous ayons échappé à l'orage. C'est du moins ce que je crois. Sur cet îlot exposé au milieu de la rivière, je vais bientôt découvrir à quel point les conditions sont changeantes et risquées dans cette jungle reculée. Mon guide Salomon me montre où trouver de l'appât. C'est un exemple classique de la pêche de base. On part de rien, à part un ou deux bâtons, mais sans appât, et on cherche des crabes dans les rochers. Puis on ouvre un crabe en deux et tout commence là. J'espère qu'on pourra... T'as la caméra? Ça vaut mieux. La foudre est tombée à quelques mètres de nous. Salomon se tenait dans l'eau à ce moment-là, il a pris une décharge. On s'en va. On monte dans le bateau et on file. Un des membres de l'équipe a été directement frappé par la foudre. La foudre est tombée sur la tête de notre ingé son. Il va falloir lui administrer les premiers soins. Allez, on se dépêche. Vite, vite! Chris a tout pris. L'équipe était alors accroupie pour filmer. J'ai un peu mal au crâne, tout comme James, qui est derrière la caméra en ce moment. Il se peut que la foudre nous ait touchés tous les trois. Chris a tout pris, mais heureusement pour lui, il portait des chaussures avec des semelles en caoutchouc. Il est conscient, donc on est vraiment soulagés. C'est maintenant que l'on se rend vraiment compte du caractère reculé de notre lieu de tournage. Nous envisageons même d'arrêter ma mission, attraper l'Aymara.
Mais grâce au ciel, l'état de santé de Chris continue de s'améliorer et en 12 heures, il est de nouveau sur pied et impatient de reprendre la pêche. J'en discute avec les membres de l'équipe qui refusent d'abandonner. Nous avons fait tant de chemin jusqu'ici que je suis obligé de continuer, même s'il nous faut aller encore plus au-devant du danger. Je comprends que si je veux débusquer l'Aymara, je dois me rendre là où même les membres de la tribu n'ont pas l'habitude d'aller. Nous nous enfonçons plus profondément dans la jungle. Je crois qu'on est en train de suivre un ruisseau, donc il y a de fortes chances pour qu'on tombe sur un confluent. Et c'est le genre d'endroit où on peut s'attendre à trouver des poissons. Salomon croit avoir repéré un Aymara. Il se dépêche de sortir son arc. Je ne sais pas si c'est ce qu'on cherche, mais on vient de voir du mouvement à la surface. Oui, oui, oui. Il vise, mais manque le poisson. Une chose m'a frappé, c'est le fait que le poisson se soit avancé jusque dans les eaux très peu profondes et pleines de branches et de racines. On n'a donc pas toujours affaire à des monstres des profondeurs, mais parfois à des monstres de surface. La pêche à la ligne va se faire dans un espace très réduit. Et qui sait, on va peut-être même faire ça de nuit. Donc ça va être une sacrée partie de pêche. Je décide de faire une tentative moi-même, avec le matériel dont j'ai l'habitude. Mais je n'ai pas plus de chance que mon guide. Rien ne mord à la patte. Et rien ne réagit au popper. Je continue donc de pêcher une fois la nuit tombée. Salomon me dit que l'Aymara sort chasser la nuit. Mais c'est aussi le cas d'autres prédateurs nocturnes. Un caïman rôde dans l'eau à quelques mètres de moi. Et il est vite rejoint par des congénères. Ces monstres peuvent faire jusqu'à 5 mètres et ont la réputation d'être des mangeurs d'hommes. Mais je suis venu de trop loin pour m'arrêter ici. Ça mord! J'ai enfin un Aymara au bout de ma ligne. Mais l'un des caïmans le veut tout autant que moi. Va-t'en de là! Je vais essayer de tirer le poisson sur la berge. Mais... J'essayais de monter le poisson sur la berge parce que le caïman le voulait, mais je l'ai perdu. J'en reviens pas. C'est pas vrai. Sans me laisser décourager, j'entre à nouveau de nuit sur le territoire du Caïman. Mais la tempête est de retour. Debout sur la proue d'un bateau très instable, je ne sais pas si je dois remettre l'affaire à plus tard ou attendre que ma chance tourne. Attendez! Cela pourrait être ce pourquoi j'ai tant travaillé, le gigantesque Aymara. Allez, allez! Il a beaucoup de force. On y va. Mais je ne suis pas le seul à le vouloir. Hé, t'approches pas, toi! Voilà. Ayant été sauvé des mâchoires du caïman, le voilà! Il m'aura fallu 3 semaines pour attraper ce monstre. Fantastique. Quel beau résultat. Il est superbe. On parle d'un animal qui n'a peur de rien, qui s'attaquera sans distinction à un chien, un homme ou n'importe quoi d'autre. Il a l'air d'avoir des dents peu nombreuses et très espacées, mais... Quand on lui ouvre la gueule, on s'aperçoit qu'il a en plus de tout petits crocs très pointus.
Le voilà, l'Aymara. À poids égal, cette créature est sans doute le poisson le plus robuste d'Amérique du Sud. Mais cette fois, c'était l'environnement, et non le poisson, qui avait failli nous être fatal. Lorsque je pêche des monstres depuis un bateau ou depuis des berges, j'ai tout mon équipement pour m'aider à ramener la marchandise. Mais si je me prive de la sécurité que mon matériel me procure, en descendant moi-même dans l'eau, je deviens immédiatement très vulnérable. La situation est inversée. Je ne suis plus le chasseur, mais je deviens au contraire une proie potentielle. J'étais à la recherche d'une créature avec laquelle j'avais déjà eu des problèmes auparavant, l'arapaima. Les arapaima ont la puissance, la capacité et même la volonté de s'attaquer aux pêcheurs. Mais il me faut surtout prouver que malgré la surpêche, il existe toujours dans ces eaux des spécimens assez grands pour accomplir de tels actes. L'arapaima salé était à une époque un plat très apprécié un peu partout en Amazonie. Mais depuis l'interdiction de la pêche commerciale, quelques hommes ingénieux, les ribérinos ou gens de la rivière, ont commencé à les élever dans des enclos comme celui-ci pour répondre à la demande. J'arrive au moment où ils se préparent à en pêcher un pour leur propre repas. Il y a une trentaine de poissons dans ce bassin. Ils sautent de tous les côtés et tout ce qu'on peut faire, c'est les esquiver. Sinon, on risque de se prendre un bon coup sur la tête. Et l'espace dans lequel on se trouve n'est pas plus grand qu'un ring de boxe. C'est comme s'il fallait éviter 30 personnes qui vous arrivent dessus en même temps. Bon, je vais me préparer psychologiquement là. Il suffit simplement d'en attraper un dans un filet. Mais c'est exactement ce qu'on essayait de faire le jour où je me suis pris un arapaima en pleine poitrine. Il dit qu'ils vont commencer à bondir d'une minute à l'autre. Bon, on n'en a pas eu. Il va falloir recommencer. Sachant ce qui m'attend, j'appréhende encore plus la deuxième tentative. Oui, j'ai peur. Il dit Jérémy a peur. Je crois que c'est assez évident. Il dit que les poissons vont être un peu plus fatigués. Lorsque l'arapaima se retrouve piégé derrière ses filets, il incarne assurément toute la puissance que la nature a en réserve. Avec l'aide des éleveurs, je tiens enfin dans mes bras l'un de ces incroyables poissons. Regardez-moi ça. Mon appréhension se transforme en un certain respect. On va le soulever. On va libérer la tête. Je suis peut-être maintenant prêt à affronter un arapaima tout seul. Et ainsi à prouver qu'il existe encore à l'état sauvage des arapaima assez grands pour infliger des blessures mortelles. J'ai entendu parler d'un lac qui pourrait être l'endroit parfait. Oh! Voilà, il y en avait un là. J'ai vu une queue rouge. C'est un arapaima. Ce que je dois faire maintenant, c'est avancer discrètement jusqu'à pouvoir poser un appât tout près du poisson.
Oui, oui, oui. C'est un poisson, un beau poisson. Plus près. On le voit bien. Precies, alguém para pegar. Ça va être dur. Voilà. Il a sorti l'hameçon en 2 secondes. D'accord. Prêt? Et voilà. Regardez-moi ce poisson. Regardez ça. Une énorme femelle arapaima qui doit faire dans les 70 kilos. J'ai enfin dans mes bras la preuve qu'on trouve encore de gigantesques arapaima dans cette rivière. Mais sur une autre de mes missions, je me suis retrouvé face à un prédateur que je n'avais jamais affronté et une technique dont je n'avais jamais osé me servir. Aux États-Unis, j'ai fait l'expérience d'un type de pêche qui, en grande partie à cause des dangers qu'elle représente, est illégal dans de nombreux États. J'avais appris que dans le Missouri, un bateau rempli de touristes s'était retourné au cours d'une tempête. 8 personnes s'étaient noyées. Des rapports non vérifiés avaient affirmé que des poissons-chats géants pouvaient être responsables de leur décès. Ce que je voulais vraiment savoir, c'était quelle taille le poisson-chat pouvait atteindre et s'il était capable ou non de prendre le dessus sur un homme et de le tuer. Obtenir la réponse m'a valu l'une des rencontres les plus terrifiantes de ma vie. Afin de lever le voile sur la puissance de ce poisson-chat américain, je commence par faire la rencontre de Bobby Sparks, un homme qui n'a pas gardé un bon souvenir de son face-à-face avec l'arapaima. Il s'est accroché à moi, il a commencé à s'agiter et à tournoyer. Et je ne savais plus si j'avais la tête en haut ou en bas. J'étais presque à la surface, mais je ne pouvais pas sortir la tête de l'eau parce qu'il me tirait vers le fond. C'est à ce moment-là que mes amis sont arrivés pour m'attraper et me sortir de là. Si vos amis n'avaient pas été avec vous ce jour-là, il se serait passé quoi selon vous? Je pense qu'il m'aurait maintenu sous l'eau et qu'il m'aurait noyé. Je suis sûr que j'aurais fini à la droite de Dieu ce soir-là. Bobby n'a plus de doute quant à la puissance du poisson-chat. Bien que je sois 2 fois moins costaud que Bobby, je compte tout de même entrer dans la tanière du prédateur afin d'évaluer sa capacité à tuer. Je vais pêcher à la manière des autochtones, en utilisant une méthode que l'on appelle le noodling. Il s'agit de se transformer en appât. Je descendrai sous l'eau et entrerai mon bras, ou s'il le faut mon corps tout entier, dans un repère de poissons-chats. Et je sais que les poissons-chats mâles défendront leur territoire coûte que coûte. Après avoir entendu l'histoire de Bobby, je n'ose pas me lancer tout seul. Je me fais accompagner par 2 hommes qui, contrairement à moi, savent ce qu'ils font. Nate Williams et son ami Dylan sont experts en noodling. Ils m'emmènent sur des berges cachées dans l'Oklahoma où ils pensent avoir repéré la tanière de ce que l'on appelle en anglais des poissons-chats à tête plate. Il ne faut surtout pas lâcher prise, car ils peuvent sentir la moindre faiblesse et c'est là qu'ils se débattront et pourront vous tuer. D'accord, il faut rester lucide et ne pas paniquer. D'accord. Allez, c'est parti. Je ne veux pas surestimer la dangerosité de l'entreprise, mais chaque année, beaucoup de gens se noient en pratiquant le noodling. Avant de descendre sous l'eau, il est essentiel de se construire une image mentale sur la configuration du lit de la rivière. Et c'est là que vous saurez. Oui, je vois. Vous ne pourrez pas vous tromper. Après avoir étudié le terrain, je repère un trou où des poissons-chats seraient susceptibles de se cacher. Mon cœur bat la chamade. Je ne pourrais donc pas retenir mon souffle aussi longtemps que d'ordinaire. J'aurai probablement un maximum de 60 secondes sous l'eau avant d'avoir de sérieux ennuis. Je fouille la tanière pendant ce qui me semble être une éternité, mais personne n'est là. Je m'enfonce un peu plus dans l'obscurité. C'est alors que quelque chose me mord la main.
Je suis dans une rivière en Oklahoma et j'ai coincé un énorme poisson-chat dans sa tanière. C'est la première fois que je pratique le noodling et je ne suis pas du tout à l'aise avec le fait d'être l'appât de cette créature. Pour le faire sortir de son trou, je dois retourner sous l'eau. Mais je finis par gagner. Attendez, attendez! C'est mon premier poisson-chat capturé à main nue. Nous ne sommes pas trop de trois pour le maîtriser. Ce poisson était là. Il m'a mordu une fois, puis il a lâché prise. J'ai cherché à tâtons sous l'eau et c'est là que j'ai mis la main dans sa gueule. C'est assez effrayant à faire. On l'a eu, et pourtant il n'a pas l'air trop énervé. Mais ce poisson-chat a encore beaucoup d'énergie en réserve. Il essaie de faire son retournement caractéristique. Si nous n'arrivons pas à l'arrêter, il pourrait me casser le poignet. Il me plie le... Il finit heureusement par me lâcher. Un gros poisson-chat à tête plate. Le nom est bien trouvé, le crâne est très aplati. Il fait claquer sa mâchoire inférieure. Quelle belle bête! Il pèse plus de 20 kilos. Et il a la force nécessaire pour m'entraîner sous l'eau s'il le voulait. Sans Nat et Dylan à mes côtés, j'aurais très bien pu ne pas ressortir vivant de cette rivière. Ce n'est pas la seule fois où j'ai été obligé d'entrer dans le repère d'une créature meurtrière. Ce jour-là, même l'homme qui était là pour m'assister a constitué un danger potentiel. Je menais l'enquête sur un prédateur qui a envahi l'Amérique, le tête de serpent d'Indonésie. Ces poissons sont des prédateurs de très haut niveau. Ils dévoreront tout sur leur passage. Les têtes de serpent auraient même attaqué des humains. Il me fallait séparer les faits de la fiction. J'ai donc commencé ma chasse dans les canaux de Floride. Oh, vous avez vu ça? Ça mord! J'ai mis la main sur l'une de ces choses et je comprends pourquoi on appelle ça un tête de serpent. C'est une gueule de prédateur. Mais un prédateur qui ne s'attaque qu'à de petites proies, comme des rats ou des lézards. J'avais conclu que les têtes de serpent aux États-Unis ne sont pas assez gros pour faire du mal à des humains. Mais j'avais entendu dire que dans une autre partie du monde, ils étaient bien plus gros et potentiellement bien plus dangereux. J'étais décidé à affronter ces poissons en chair et en os, afin de mesurer leur niveau de violence. Ma destination, la rivière Kwai, en Thaïlande. On me dit que les têtes de serpent peuvent atteindre ici la taille d'un enfant de 5 ans. J'ai l'habitude des contes à dormir debout, mais l'histoire que je suis sur le point d'entendre est si déconcertante que personne n'aurait pu l'inventer. Le pêcheur Kun Lang garde un vif souvenir de ce couple birman venu ici il y a 3 ans pour chasser le tête de serpent. Ce qui s'est en fait passé, c'est que le pêcheur était sous l'eau avec son fusil à harpon. Il a visé le tête de serpent et il a tiré en plein dans le mille. Mais le poisson a continué à avancer vers lui et il a planté l'arrière du harpon en métal dans le masque et le crâne du pêcheur. Afin de savoir si les têtes de serpent sont aussi violents que le suggère cette histoire, je décide de mettre ma canne à pêche de côté. J'ai l'intention de braver ce poisson en utilisant la même méthode que le pêcheur qui a été tué. Nous remontons la rivière, bien au fait que je vais peut-être rencontrer le tête de serpent géant pendant la période la plus dangereuse de l'année. Pendant la saison des pluies, les têtes de serpent élèvent en effet leurs petits, et les adultes protègent les plus jeunes envers et contre tout. Kundar est le pêcheur qui, je l'espère, pourra m'aider. Son matériel se résume à un fusil de pêche rudimentaire et un masque de plongée complètement usé. Dar m'emmène dans un endroit qu'il sait être un repère de tête de serpent.
Dans ces conditions, je m'efforce de détecter les remous qui révéleraient la présence d'adultes en train de surveiller leurs petits. C'est alors que Dar repère des mouvements dans l'eau. La cible étant localisée, la chasse peut démarrer. Je commence à être un peu stressé. C'est un tout autre monde là-dessous. En plongeant avec une petite caméra, j'espère pouvoir filmer tout le déroulement de l'action. Dar se glisse rapidement dans l'eau, me laissant à la traîne. Je dois rester près de lui, mais je n'ai jamais pêché avec quelqu'un possédant un tel instinct de prédateur. Le mauvais temps a transformé l'eau en une soupe boueuse. Et je lutte pour ne pas rester en arrière. Je ne tiens pas à me retrouver entre Dar et sa proie. Je pourrais facilement finir embroché. Aucun de nous deux ne peut voir l'autre. Ni même les têtes de serpent. L'eau est très trouble. Je commence à me poser des questions sur cette entreprise. J'ai le sentiment d'être devenu une proie à la merci d'un côté des têtes de serpents géants et agressifs et de l'autre de Dar et de son fusil sous-marin très rudimentaire. Mais je ne peux pas changer d'avis maintenant. Dar aperçoit des bébés qui percent la surface à quelques mètres de là. Les adultes sont certainement pas très loin. Les têtes de serpent ont disparu dans les eaux boueuses. Dar va chasser à l'instinct. Tout ce que j'aperçois, c'est Dar qui, de dos, arme son fusil. Et avant même que je m'en rende compte, nous nous retrouvons au milieu d'un nuage de jeunes têtes de serpent. C'est un chaos indescriptible. Il ne me reste plus qu'à prier le ciel pour ne pas finir transpercé. Je crois qu'on en a eu un. Mon euphorie est en grande partie due au fait que ce soit un poisson et non moi qui ai été harponné. Je vais dégager le passage. En un seul coup, Dar a attrapé une femelle tête de serpent géante. Rester assis dans un bateau à laisser pendre la ligne dans l'eau est facile en comparaison, croyez-moi. Bien qu'il ait été touché, le poisson ne semble pas aller mal. Le harpon de Dar a traversé les muscles du dos sans qu'aucun organe vital n'ait été atteint. J'espère simplement qu'elle ne va pas se retourner brusquement et s'en prendre à moi en guise d'adieu. Elle est libre maintenant, elle peut s'en aller si elle veut. Le poisson a eu presque autant de chance que moi. Et voilà. Ça y est, elle est repartie dans le lac retrouver ses petits. Je trouve ça réjouissant car elle a tout de même été transpercée par un harpon. Ces brefs moments dans cette eau boueuse, où j'ai cru finir au bout du harpon de Dar, font partie des minutes les plus terrifiantes de ma vie. Mais j'ai quelquefois délibérément choisi de jouer avec le feu, si le jeu en valait la chandelle. Les îles Salomon s'étendent comme une magnifique ceinture dans cette région du Pacifique Sud. Près d'1 millier d'îles y sont dispersées. Ma destination finale, l'un des points les plus reculés de ces régions sauvages, le lagon Marovo. J'avais entendu dire que les membres de la tribu des Vaol pêchent et nagent au milieu des requins. Mais pour une raison ou pour une autre, ils n'ont jamais été attaqués. J'espère découvrir pourquoi. C'est vrai qu'aucun membre des Vaol n'a jamais été attaqué? C'est vrai, jamais. L'ancien du village me dit que c'est leur foi qui les protège. Un peu plus tard, je découvre un autre fait. Alors qu'aucun Vaol n'a jamais été tué par un requin, 5 personnes des tribus voisines l'ont été. Je n'ai aucune garantie que la foi des Vaol puisse me protéger. Afin de démêler la vérité du folklore,
je me dis que la seule option est de tenter le tout pour le tout. Je me dirige vers un récif situé non loin de là, infesté de dizaines de requins bordés et de requins gris de récif. Les requins bulldogs et les requins tigres, deux des espèces les plus meurtrières, hantent aussi régulièrement cet endroit et pourraient surgir à tout moment. Quand je vais pêcher dans des eaux boueuses et troubles, je dois me servir de mon imagination pour visualiser ce qui se trouve sous la surface. Là, je n'ai pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Ma respiration et mon rythme cardiaque s'accélèrent légèrement. Ce n'est pas vraiment conscient, c'est plutôt viscéral. On sait de quoi les requins sont capables. Je repousse le moment où il faudra entrer dans l'eau. J'adore les regarder, mais il va falloir que j'y aille. Mais c'est intéressant. Voici le moment de vérité. Ces requins vont-ils être à la hauteur de leur réputation ? Les requins ont un système sensoriel très développé. Ils sont capables de percevoir l'activité électrique à l'intérieur du corps de leur proie. Certains disent qu'ils peuvent sentir l'accélération du rythme cardiaque chez une personne affolée. On était vraiment face à face. C'était, comment dire, bizarre, cette clarté dans l'eau. Je voyais ses yeux passer à 1 mètre de moi. J'avais l'air de ne pas les intéresser, comme si je faisais partie du décor. Mais dans un coin de ma tête, je pensais tout de même à ce dont ils sont capables. Mais jusque-là, tout va bien. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces créatures restent à distance. Elles semblent aussi méfiantes que moi. Je ne sais toujours pas si c'est la foi qui garantit la protection des Vaol. Je suis simplement heureux d'avoir encore tous mes membres. Et bien que des dizaines de requins m'aient tourné autour, aucun d'entre eux n'a tenté de me mordre. Quelle image faussée on a des requins. Les gens qui connaissent vraiment ces animaux disent bien qu'ils n'ont rien à voir avec des machines qui entrent dans des folies meurtrières pour se nourrir et mettent en charpie tout ce qu'ils trouvent. Quand on parle de mythe, ça c'en est un. La réalité est bien différente. Tout va bien. Sur le lac Chamo en Éthiopie, je pénétrais tous les jours en terrain miné. S'il y a un endroit où pêcher peut s'avérer fatal, c'est ici. Je chassais la perche du Nil. Certains disent qu'elle est le plus gros poisson d'eau douce d'Afrique et que c'est la raison pour laquelle tant de pêcheurs mettent leur vie en jeu. Le taux de mortalité parmi les pêcheurs serait plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Généralement, j'explore une zone avant d'y pêcher. Mais sur les rives du lac, les meilleurs endroits sont déjà pris. Ces bestioles peuvent engloutir la moitié de leur propre poids en un seul repas. Et il arrive souvent que les pêcheurs soient au menu. On estime que les crocodiles du Nil tuent des centaines de personnes chaque année, ce qui les rend responsables d'un plus grand nombre d'attaques mortelles sur humains que les lions, les ours et les requins réunis. Et de temps en temps, des monstres qui atteignent les 6 mètres peuvent s'amener dans les parages. Les situations de ce genre vous font reconsidérer votre place dans la chaîne alimentaire. Normalement, c'est moi le chasseur. Je me rends bien compte des risques qu'il y a à pêcher à quelques mètres des crocodiles. Mais lorsque je rencontre un pêcheur du coin, je prends connaissance d'un autre danger. Alti a été attaqué il y a quelques mois à peine par un hippopotame.
Cette affreuse cicatrice qu'on voit là sur son torse, c'est là où 3 côtes ont été cassées. Il y a certains morceaux des côtes qui sont même visibles et qui ressortent. Ça montre comme il est dangereux d'être pêcheur, surtout dans cet endroit. Les hippopotames peuvent passer pour des animaux lents et balourds, mais beaucoup de gens les considèrent comme les animaux les plus dangereux d'Afrique. Ils tuent plus de 300 personnes chaque année. Je ne vais pas tarder à me rendre compte par moi-même des risques en question. Un autre pêcheur, Asgo, me demande de l'aider à ramasser la prise du jour. Il faut pour cela se frayer un chemin à travers les bas-fonds, là où les hippopotames et peut-être aussi les crocodiles sont tapis. Dans mon fragile radeau, je me dirige vers le premier des 2 filets. C'est un vieux filet un peu mal fichu. On dirait que des crocodiles ou des hippopotames sont passés dedans. C'est mieux d'avoir quelque chose à faire quand on est au milieu du lac. Ça évite de s'inquiéter. Ah, il y a un poisson. C'est un tilapia. Il constitue la plus grande partie des prises. La raison pour laquelle on pêche les tilapias, c'est qu'ils sont délicieux une fois cuisinés. Et c'est ce qui va arriver à celui-ci. Mais ce petit tilapia représente tout ce que peuvent attraper ces filets. C'est risquer beaucoup pour très peu. Un autre ? Il y a un autre filet là-bas. Alors on y va. Alors que nous nous dirigeons vers le 2e filet, je repère une menace bien réelle. C'est un peu angoissant. Il y a tout un groupe d'hippopotames de ce côté-là. Ce ne sont pas eux qui m'inquiètent, mais les 2 ou 3 en marge du groupe qui de temps à autre descendent sous l'eau puis remontent, et au fur et à mesure qu'ils remontent, sont de plus en plus près de nous. Les hippopotames sont des animaux très attachés à leur territoire, et nous sommes justement en train de nous y avancer. Ils retournent les bateaux qui croisent leur chemin et dévorent leurs occupants. Mais en plus des hippopotames, il y a maintenant un gros crocodile du Nil. Ça peut paraître bizarre, mais on essaye de se rendre vers des eaux plus profondes, car c'est en fait plus sûr que les bas-fonds. Les hippopotames sont très près de nous. Ils nous regardent et descendent sous l'eau, ça ne me plaît pas du tout. Si j'énerve un hippopotame, surtout dans ce radeau en rondin de bois, j'aurai de la chance de m'en tirer vivant. Pour des raisons de sécurité, Asgo et moi repartons. Et nous trouvons aussi vite que possible un chemin dégagé jusqu'à la rive. Bien que j'ai été obligé de quitter ce lac sans perche du Nil, on me dit que je pourrais avoir plus de chance aux chutes du Murchison en Ouganda. Ce sont des eaux très hostiles, et pour les pêcheurs du coin, avec les méthodes qu'ils ont, ce n'est pas facile de pêcher ici. Si on utilise des filets ou de longues lignes, il faut ensuite aller dans l'eau, et non seulement l'eau est déchaînée, mais ici aussi on trouve souvent des crocodiles. Donc ce genre de matériel est le seul qui puisse faire le poids ici. Il me faut bien regarder où je mets les pieds. Si je tombe, je serai emporté vers le fond de cette rivière bouillonnante en quelques secondes. Ça mord! Je ne peux pas voir le poisson à cause de toute cette écume, mais je sens qu'il est gros. Regardez-moi ça! Quelle belle perche du Nil! Elle pèse 51 kilos. Si on enlève le poids du filet, on doit être dans les 45 kilos. Elle est l'une des plus grosses perches du Nil jamais attrapée avec un leurre depuis la rive. Après mon face-à-face avec les hippopotames, obtenir une telle prise n'a jamais été aussi réjouissant. Mais durant une mission en Alaska, j'avais découvert que la rive n'est pas toujours l'endroit le plus sûr où se trouver. J'étais à la recherche d'un monstre gigantesque qu'on dit se tapir dans de profonds lacs subarctiques. Il ferait apparemment 6 mètres de long. Il n'y a rien ici. Mais ma quête ne donne rien. Absolument rien. Si une telle créature existe bel et bien, il lui faut sans doute d'énormes quantités de nourriture. Je change donc de piste et commence à chercher ses éventuelles sources de nourriture avant de reprendre la chasse du monstre lui-même. Tous les mois de juillet se déroule la plus grande remontée de saumon rouge du monde. Cet événement est une véritable aubaine pour l'un des animaux les plus dangereux qui soient. Pour se nourrir, il dépend de la remontée des saumons.
Bienvenue au pays des ours. Nous ne sommes qu'à une centaine de kilomètres de l'endroit où le soi-disant expert en grizzly Timothy Treadwell et sa petite amie ont été dévorés par un ours. Et les grizzlies semblent m'avoir déjà devancé ici. Mais il n'y a pas d'ours en vue. Mon guide, Glenn, juge donc que nous pouvons essayer d'attraper mon premier saumon. Voilà, c'est bien. Mais quelques minutes plus tard, nous repérons un importun. Il y a un ours qui sort des broussailles sur la rive opposée. Mon premier saumon est maintenant mon premier grizzly. Mais il n'est pas tout seul. En quelques minutes, 3 grands ours nous encerclent. Notre expédition sur la rivière est tout à coup devenue très dangereuse. Avec des griffes en forme de crochet de 8 cm de long, un coup de patte pourrait s'avérer mortel. Je crois que je vais me retirer dignement. J'essaie à nouveau, en croyant que la voie est libre. Allez! Je suis tant absorbé par ce que je fais que je ne remarque pas ce qui se passe à quelques mètres de nous. Effectivement, d'accord. C'est un jeune ours. On va détacher le poisson, mais c'est tout de même un énorme animal qui n'a en plus pas peur de nous. On le détache? Il faut se dépêcher de détacher le poisson. En une seconde, cet ours pourrait attaquer et tuer n'importe lequel d'entre nous. D'accord, tu peux prendre le poisson. Mais une minute plus tard, il est de retour. Et cette fois-ci, il n'y a plus de poisson entre lui et moi. Il nous faut tirer un coup de semonce. Bouchez-vous les oreilles. Et très vite. Mais malgré cela, l'ours refuse de s'en aller. Le trépied? Pour notre sécurité, mon équipe et moi jetons l'éponge et laissons les grizzlies gagner cette bataille. La pêche est toujours quelque chose d'éprouvant et d'imprévisible. Cependant, le danger ne vient pas toujours du poisson lui-même, mais souvent de l'environnement. Au fil de mes aventures, j'ai perdu quelques-unes de mes 9 vies. Au cours des 30 ans que j'ai passé à rechercher des monstres d'eau douce, j'ai survécu à un crash d'avion en Amazonie, presque succombé à la malaria au Congo, où j'ai été frappé en pleine poitrine par une bête de 40 kilos. Mais je me considère extrêmement chanceux d'avoir toujours pu choisir les risques que je courais et d'avoir pu m'éloigner dignement à la fin de toutes mes rencontres. Cependant, je suis convaincu que tout ce qui vaut la peine ne peut être accompli qu'en repoussant ses limites personnelles. Ce n'est qu'en surmontant les difficultés que l'on peut faire de nos espoirs et de nos souhaits une réalité.